Alors le transport ferroviaire est un mode de transport en pleine expansion puisque c'est un mode de transport propre. En France, nous avons à peu près 30 000 km de voies dont il va falloir assurer la maintenance et la sécurité. On a besoin d'une maintenance prédictive de telle sorte qu'on puisse assurer la régularité du trafic. Pour cela, on va étudier principalement le contact roue-rail qui est l'élément central de cette sécurité au travers d'études faites au laboratoire de mécanique de contact et des structures de l'INSA de Lyon et aussi du laboratoire Météis de l'INSA de Lyon. Le laboratoire de mécanique des contacts et des structures est un gros laboratoire mixte CNRS INSA de Lyon. Nous travaillons dans le domaine des transports. On peut dire quasiment la moitié de l'activité c'est dans le domaine des transports, que ce soit terrestre ou aérien. On s'intéresse beaucoup aux problèmes de contact, pneus chaussés, roues-rail, les problèmes de bruit, de crissement, de durée de vie, de fatigue des pièces qui sont sollicitées. Le partenariat entre Matéis et le LAMCOS est très ancien. Nous sommes plutôt spécialistes des problèmes de mécanique, de la modélisation par exemple, et nos collègues de Matéis sont plutôt des spécialistes des matériaux, de la métallurgie, dans ce qui nous intéresse. Matéis, c'est un acronyme qui veut dire matériaux, ingénierie et sciences. On travaille sur les 3 familles de matériaux, à la fois les céramiques, les polymères et les métaux. C'est un laboratoire dont la thématique principale est de faire la relation entre la microstructure et les propriétés des matériaux. Et dans ce problème particulier d'un rail avec une roue qui périodiquement passe sur le rail, il y a des sollicitations mécaniques qui sont très particulières, qui sont très complexes et compliquées à décrire. Et donc l'association de ces 2 laboratoires, elle fait particulièrement sens sur ce projet, avec les compétences du LAMCOS dans la connaissance des champs de contraintes qui sont appliqués sur la matière, et puis nous, la connaissance poussée de cette matière et de comment elle va réagir à ces champs de contraintes. Cette problématique du contact roue-rail dans l'industrie ferroviaire est adressée par l'Institut Carnot Ingénieur à Lyon via une approche matériaux et structures. C'est un des défis, un des enjeux majeurs de la filière Carnot-Auto. Pour mémoire, l'Institut Carnot, c'est avant tout un label d'excellence scientifique, de qualité dans la recherche partenariale, c'est-à-dire c'est une capacité de ces laboratoires de sciences techniques à travailler avec les industriels, à collaborer en recherche et développement avec un résultat de qualité. Pour aborder la complexité de la tribologie ferroviaire et plus particulièrement donc, du contact roue-rail, la démarche scientifique que nous avons mise en œuvre, notre stratégie de recherche, elle s'appuie sur 6 étapes. On va d'abord contextualiser, puis analyser notre phénomène, tenter de le reproduire, identifier un certain nombre de paramètres, les mesurer et ensuite modéliser le phénomène. Étape 1, contextualiser. La première étape consiste toujours à resituer le phénomène tribologique dans son environnement. Pour cela, il est nécessaire d'effectuer des visites en voie, permettant d'une part de mieux cerner le contexte ferroviaire, les types de trains, les types de voies, de circulation, et d'autre part de réaliser des relevés, des mesures, telles que des profilométries, des mesures de dureté ou encore des prélèvements de particules. C'est aussi parfois procéder à l'extraction de morceaux de rail à des fins d'analyse morphologique, microstructurale ou encore physico-chimique, directement en laboratoire. Étape 2, analyser. C'est le point névralgique de notre collaboration de recherche. Elle permet de faire dialoguer les chercheurs du LAMCOS, spécialistes en tribologie, avec les chercheurs de Matéis, spécialistes en métallurgie. La collaboration la plus récente avec Matéis s'est centrée autour du défaut de squat. Le squat, c'est un défaut de surface du rail qui est créé par l'apparition d'une phase qu'on appelle la phase blanche. Et elle a été appelée phase blanche parce qu'en microscopie optique, après une attaque avec un produit chimique appelé nital, elle apparaît très blanche. Et il s'avère que lorsqu'on regarde en fait la constitution et l'histoire de ces phases à des échelles plus fines, nanométriques typiquement, on peut s'apercevoir que certaines phases sont différentes. Alors on a ici un exemple de caractérisation de la microstructure d'un échantillon qui a été déformé. On peut voir la microstructure de référence du rail avec des zones colorées ici qui représentent chacune un grain, par exemple ce grain bleu ou ce grain rouge. Lorsque l'on sollicite le rail et qu'on le déforme, on va voir apparaître
une déformation en surface. Ici, c'est une cartographie qui a été faite plus proche de la surface. Lorsqu'on est situé à une profondeur de 20 micromètres, on peut voir que la microstructure de référence a légèrement changé, puisque nos domaines cristallographiques ont légèrement changé de couleur et on voit apparaître des fissures ou des petites fragmentations à l'intérieur de ces domaines. Connaître la nature de la phase blanche qui a été générée et connaître la manière dont elle a été générée nous permet de connaître le chemin de déformation qu'a suivi le rail. Donc c'est ce qu'on s'est appliqué à faire dans le cadre de cette étude, c'est-à-dire non seulement identifier où était la phase blanche, mais aussi aller regarder en profondeur dans le matériau pour voir comment petit à petit le rail se déforme pour générer cette phase blanche en surface. Étape 3, reproduire. Donc après avoir contextualisé et analysé le phénomène, il est nécessaire de le reproduire pour déterminer les paramètres influents sur sa naissance et son développement. Pour cela, nous allons utiliser un tribomètre représentatif du contact euro-rail, le triboring. Le triboring est un tribomètre relativement unique dans le monde, il n'y en a que 3 similaires. C'est un tribomètre de type galet-anneau qui permet de reproduire le contact euro-rail à une échelle 1/10, donc à une échelle proche de la réalité avec un très grand degré de fiabilité. Alors, il se positionne comment par rapport aux autres échelles d'essais? Quand on est sur une échelle 1, on est sur des essais qui sont extrêmement coûteux, extrêmement longs, ils immobilisent souvent un train. Quand on est à petite échelle, on est sur des phénomènes extrêmement localisés qui ont des difficultés à reproduire une échelle réaliste. Triboring est donc une échelle intermédiaire idéale pour reproduire le contact euro-rail. Sur ces courbes, on essaye de reproduire le cisaillement lors du contact euro-rail. Et donc, au travers de la courbe bleue qui est l'effort longitudinal, lors du démarrage, on a ce décalage d'effort qui correspond au cisaillement imposé lors du contact. Étape 4, identifier. Alors on cherche à faire le lien entre les paramètres principaux du contact euro-rail, c'est-à-dire la pression, le cisaillement, la température, qui sont le véritable cœur de la loi de comportement thermomécanique. Pourquoi une loi de comportement thermomécanique pour modéliser le squat? C'est parce qu'après analyse métallurgique, nous avons mis en évidence des phases blanches qui sont issues de phénomènes thermiques et ou mécaniques, d'où la nécessité d'une loi de comportement thermomécanique. Étape 5, mesurer. Pour être réaliste, la loi de comportement thermomécanique doit être nourrie avec des paramètres réalistes. On va prendre l'exemple de 2 sollicitations mécaniques, la pression et le cisaillement. Sur le banc triboring, on a le galet qui tourne. Si on augmente la pression du galet, on va quelque part modifier les paramètres de cisaillement. Si nous, on veut savoir quel est l'effet de la pression toute seule et quel est l'effet du cisaillement tout seul, il faut un autre type d'essai mécanique qui va nous permettre d'isoler en fait ces 2 paramètres. Et c'est là où la Gleeble intervient. La Gleeble, elle va nous permettre de faire un essai dans lequel on contrôle de manière isolée la pression et le cisaillement, qui n'est pas un essai roulant. La Gleeble est un appareil de simulation thermomécanique. C'est un appareil, une sorte de couteau suisse qui permet de chauffer très précisément en faisant passer un courant électrique dans un échantillon conducteur. Et nous avons un bras mobile où la force est mesurée et nous pouvons appliquer des pressions ou des tractions très précises pour réaliser des essais. Dans cet équipement, on peut aussi mesurer in situ, c'est-à-dire en temps réel, les déformations longitudinales, radiales. Dans ce projet, on utilise la Gleeble pour avoir une température très précise sur l'échantillon et mécaniquement appliquer une pression représentant la réalité ferroviaire qui par la suite pourra être analysée. Étape 6, modéliser. Donc la dernière étape consiste à simuler la naissance et le développement du phénomène grâce à un modèle numérique prédictif basé sur la loi de comportement thermomécanique. Là, c'est un exemple de simulation numérique qui montre un début de formation de phase blanche en surface d'un rail. Le modèle développé, on a cherché à le valider et pour cela, on s'est basé sur des observations expérimentales d'il y a une vingtaine d'années où la formation de phase blanche apparaît par îlot. Ce que l'on voit ici, c'est la formation numérique de phase blanche qui a été obtenue à l'aide du modèle. Donc c'est la première fois qu'on a réussi à reproduire numériquement des observations expérimentales.
Globalement, je pense que pour l'INSA, c'est des collaborations qu'il faut perpétuer parce qu'on a la chance d'être sur un site dans lequel on a des laboratoires de toutes disciplines qui se côtoient. Et je pense qu'il faut profiter de ça pour réussir à monter ce type de projet ambitieux avec des éclairages multiples par la collaboration interlaboratoire. La collaboration avec Mathéis autour du contact Rorail est fructueuse dans le sens où c'est une collaboration scientifique riche, complémentaire, humaine extrêmement facile et qui aboutit à des publications internationales reconnues, des communications dans des congrès au travers d'un doctorant qui est lui la clé finalement du lien entre les deux laboratoires.